Dans la nuit glaciale du 24 novembre 1971, quelque part au-dessus des forêts impénétrables du nord-ouest des États-Unis, un homme s'est évanoui dans les ténèbres. Un saut dans le vide à plus de 3000 mètres d'altitude, par une température négative, sous les pluies battantes, avec pour seule compagnie une mallette contenant 200 000 $. Cet homme n'a jamais été retrouvé, ni vivant, ni mort. Son nom, Dan Cooper, ou plutôt, comme la presse l'a surnommé par erreur, Debbie Cooper. Sauter en parachute en plein vol et disparaître à jamais. Le seul pirate de l'ère de l'histoire américaine à n'avoir jamais été capturé. 50 ans après les faits, cette affaire continue de hanter le FBI et de fasciner le monde entier. Comment un seul homme, en costume cravate et mocassin, a-t-il pu orchestrer un détournement aussi audacieux? A-t-il survécu à ce saut suicidaire? Qui était-il vraiment? Un criminel professionnel? Un ancien militaire? Un agent secret? Ou simplement un homme ordinaire poussé à l'extraordinaire? Les seules traces jamais retrouvées de Debbie Cooper, quelques billets de sa rançon, découverts par hasard 9 ans plus tard sur les rives du fleuve Columbia, à des kilomètres de la zone de recherche initiale. Un indice qui n'a fait qu'épaissir le mystère. Nous allons rouvrir ce dossier classé sans suite par le FBI en 2016. Nous allons suivre pas à pas le parcours de cet homme énigmatique, depuis son entrée dans l'aéroport de Portland jusqu'à son saut dans l'inconnu. Nous examinerons chaque indice, chaque théorie, chaque suspect. Nous plongerons dans les méandres de l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire moderne. Préparez-vous à entrer dans l'esprit d'un homme qui a défié toutes les probabilités. Un homme qui, en une seule nuit, est devenu une légende. Un homme dont le destin reste, à ce jour, l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire criminelle. Portland, Oregon, 24 novembre 1971. Une journée comme les autres à l'aéroport international. Des familles se préparent à célébrer Thanksgiving. L'Amérique vit au rythme des années 70. Entre guerre du Vietnam et crise économique, personne ne se doute qu'un événement extraordinaire va se produire dans les heures qui suivent. 14h30. Un homme se présente au comptoir de la Northwest Orient Airlines. Il est vêtu d'un costume noir impeccable, d'une chemise blanche, d'une cravate noire fine et de mocassins cirés. Il porte des lunettes de soleil qui dissimulent son regard. Rien dans son apparence n'attire particulièrement l'attention. Il pourrait être un homme d'affaires comme tant d'autres. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Un aller simple pour Seattle, s'il vous plaît. L'homme paie son billet en liquide, 20 $. Il donne son nom, Dan Cooper. Un nom qui va rentrer dans l'histoire. Bien que par une erreur journalistique, il sera connu du monde entier sous le nom de Debbie Cooper. Le vol 305 est un court trajet entre Portland et Seattle. À peine 30 minutes de vol pour parcourir les 250 km qui séparent les deux villes. L'appareil est un Boeing 727-100, un avion de ligne à 3 réacteurs avec une particularité. Une porte escalier à l'arrière qui peut être ouverte en plein vol. Cette caractéristique technique n'est pas anodine dans notre histoire. 15 heures. L'embarquement commence. Le vol n'est pas complet. Seulement 36 passagers et 6 membres d'équipage. Cooper s'installe au fond de l'appareil, sur le siège 18C. Puis remarquant que l'avion est peu rempli, il se déplace vers la dernière rangée. Un choix stratégique, loin des regards indiscrets. The flight crew and the passengers describe him as an unremarkable guy. He's a Caucasian male, he's got on a dark suit, black tie, carrying a briefcase. 15h45, le vol 305 décolle de Portland sous un ciel gris et pluvieux, typique du nord-ouest américain en novembre. Cooper reste calme, il allume une cigarette, c'était encore autorisé à l'époque, et commande un bourbon soda. Il paie sa consommation et laisse un pourboire à l'hôtesse. Rien dans son comportement ne laisse présager ce qui va suivre. Alors que l'avion atteint son altitude de croisière, Cooper fait signe à l'une des hôtesses, Florence Schaffner. Il lui tend une enveloppe, un geste qui va changer le cours de cette journée ordinaire. Florence Schaffner, 23 ans, pense d'abord que ce passager lui fait des avances, qu'il lui glisse peut-être son numéro de téléphone. Elle place l'enveloppe dans sa poche sans l'ouvrir. C'est alors que Cooper se penche vers elle et murmure « Mademoiselle, vous feriez mieux de regarder ce message. J'ai une bombe. » Le message est écrit en lettres capitales, d'une écriture soignée. « J'ai une bombe dans ma mallette. Je m'en servirai si nécessaire. Je veux que vous restiez à mes côtés. Vous êtes détourné. » Florence Schaffner témoigne d'une voix tremblante. J'ai lu le message et je regardais cet homme. Il était parfaitement calme, comme s'il demandait simplement l'heure. Ce qui m'a le plus effrayé, son calme absolu. Pour prouver qu'il ne bluffait pas, Cooper retrouve sa mallette. Florence Schaffner y aperçoit ce qui ressemble à des bâtons rouges, semblables à de la dynamite, reliés entre eux par des fils électriques et connectés à une batterie. 50 ans plus tard, nous ignorons toujours si cette bombe était réelle ou factice. Témoignage d'une autre hôtesse.
Tina Mucklow. Quand Florence m'a montré le message et m'a raconté ce qu'elle avait vu dans la mallette, ma première réaction a été de me dire que j'allais vomir. Mais nous étions formés pour ce genre de situation. Nous devions rester calmes et suivre le protocole. He was not nervous. He seemed rather nice, other than he wanted certain things to be done. Florence Schaffner informe discrètement le commandant de bord, William Scott, de la situation. Celui-ci contacte immédiatement le contrôle aérien de Seattle-Tacoma, qui alerte le FBI et la police. Le président de la compagnie Northwest Orient, Donald Nirop, est également informé. Sa directive est claire: coopérer pleinement avec le pirate pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage. Pendant ce temps, Cooper reste d'un calme olympien. Il détaille ses exigences à Tina Mucklow, qui devient son intermédiaire avec le cockpit. Je veux 200 000 $ en billets de 20 $ américains. Je veux 4 parachutes, 2 principaux et 2 de secours. Et je veux qu'un camion citerne soit prêt à ravitailler l'avion à Seattle. Si mes demandes sont satisfaites, personne ne sera blessé. Les demandes de Cooper sont précises et réfléchies. La somme de 200 000 $, équivalent à 1,3 million de dollars actuels, n'est ni trop élevée pour être refusée, ni trop basse pour ne pas valoir le risque. Mais pourquoi 4 parachutes? Un expert en criminologie nous donne la réponse. La demande de 4 parachutes était stratégique. Les autorités ont pensé que Cooper prévoyait peut-être d'emmener des otages dans son seau. Cette crainte les a dissuadés de saboter les parachutes, ce qu'ils auraient pu envisager s'ils n'en avaient demandé qu'un seul. La majorité des passagers ignorent complètement qu'un détournement est en cours. Cooper avait exigé que l'équipage agisse normalement pour ne pas créer de panique. Une hôtesse continue même à servir des boissons, tandis que Cooper, assis au fond, discute calmement avec Tina Mucklow. Un passager nous témoigne. Je n'ai rien remarqué d'anormal pendant le vol. Ce n'est qu'après l'atterrissage à Seattle, quand on nous a fait descendre, que j'ai compris que quelque chose d'extraordinaire se passait. 17h45. Après avoir tourné en rond pendant près de 2 heures, fin à l'aéroport de Seattle-Tacoma. L'appareil est dirigé vers une zone isolée du tarmac, loin des terminaux. Les autorités ont réuni les 200 000 $ exigés. Les billets, tous en coupure de 20 $, ont été prélevés dans les coffres de la Seattle First National Bank. Nobody knew anything was happening. When did you find out? After we landed, when they brought the money aboard. You saw the exchange of money? We saw them bring the money aboard. À bord ne reste que Cooper, Tina Mucklow et les 3 hommes du cockpit. Le commandant William Scott, le copilote William Ratazak et l'ingénieur de vol Harold Anderson. Un détail troublant, parmi les 4 parachutes fournis, l'un était en réalité un parachute d'entraînement, non fonctionnel, utilisé uniquement pour la formation au sol. Cette erreur n'a jamais été clarifiée. Était-ce une tentative délibérée de saboter la fuite de Cooper ou une simple confusion dans l'urgence de la situation? Un expert en parachutisme nous donne la réponse. Ce qui est fascinant, c'est que Cooper a choisi le parachute militaire, plus ancien et moins maniable, plutôt que le modèle civil plus récent. Cela pourrait indiquer une familiarité avec l'équipement militaire, un indice sur son passé. 19h40, après 2 heures au sol à Seattle, principalement en raison de difficultés avec le ravitaillement, Cooper est prêt à passer à la phase suivante de son plan. Il donne des instructions précises au commandant Scott. And the crazy thing about D.B. Cooper is that we don't even know who he is. He knew more about the 727 than the pilots. Nous allons voler vers Mexico City. Voici mes conditions. Une altitude maximum de 3000 mètres, avec une vitesse minimum de l'avion, les volets sortis à 15 degrés, le train d'atterrissage baissé et la porte arrière doit rester déverrouillée. Cooper wants the pilots to fly with the wing flaps in an unusual configuration, a downward position. Now that's how a plane normally takes off, but then they raise the flaps. You wouldn't fly long haul with the flaps down because it creates enormous drag and means it can't go very fast, something like 200 miles per hour. This guy has committed an incredibly well-planned crime. Ces exigences techniques révèlent une connaissance approfondie de l'aviation. Cooper savait que le Boeing 727 pouvait voler dans cette configuration, et surtout que la porte escalier arrière pouvait être ouverte en plein vol, sans compromettre la sécurité de l'appareil. J'ai dû lui expliquer que dans cette configuration, avec une vitesse réduite et à basse altitude, nous n'aurions pas assez de carburant pour atteindre Mexico. L'autonomie de l'avion était trop limitée. Cooper accepte alors un compromis. Ils voleront vers Reno, au Nevada, pour un ravitaillement avant de poursuivre vers Mexico. Le plan de vol suivra la route aérienne Victor 23, longeant la côte ouest américaine, avant le dernier. Il voulait savoir exactement comment ouvrir la porte en vol. Je lui ai expliqué que ce n'était pas possible, que la pression empêcherait l'ouverture. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, je l'ai déjà fait auparavant. » 19h46, le Boeing 727 décolle de Seattle, s'enfonçant dans la nuit pluvieuse du nord-ouest américain. À son bord, un homme qui s'apprête à réaliser l'un des crimes les plus audacieux
et mystérieux de l'histoire moderne. Les conditions météorologiques sont épouvantables. Pluie battante, vent violent, température proche de zéro à l'altitude de vol. Des conditions qui rendraient un saut en parachute extrêmement périlleux. Même pour un expert, Cooper le sait-il, est-ce un détail qu'il a négligé ou est-ce précisément ce qu'il recherche? Des conditions si mauvaises. 20 h, le vol 305 poursuit sa route vers Renault. Traversant une violente tempête, dans le cockpit, l'équipage est tendu. À l'arrière, Cooper a demandé à Tina McClough de rejoindre les pilotes et de ne plus revenir. Il est désormais seul dans la cabine passager. Tina McClough témoigne. La dernière fois que j'ai vu Cooper, il était en train d'attacher la mallette contenant l'argent à sa poitrine, avec une corde qu'il avait prélevée de l'un des parachutes. Il avait enfilé le parachute principal et semblait se préparer méthodiquement. Cooper a pris soin de préparer son équipement. Il a ouvert la mallette contenant les 200 000 $ et a attaché l'argent à son corps. Un détail intriguant, il a également découpé les suspens du parachute de secours, peut-être pour les utiliser comme corde. Mais pourquoi ne pas avoir emporté ce parachute de secours? Une erreur fatale ou un choix délibéré? 20 h 05. Le voyant de l'interphone s'allume dans le cockpit. C'est la dernière communication avec Cooper. Puis-je vous aider? Pas de réponse. Juste un silence inquiétant. L'équipage ne sait pas encore que Cooper s'apprête à réaliser l'impensable. 20 h 11. Dans le cockpit, les instruments de bord enregistrent une légère dépressurisation, une oscillation de l'appareil. Ce que l'équipage interprète comme une turbulence est en réalité le moment où Cooper ouvre la porte escalier arrière. Nous avons ressenti une légère secousse, puis les voyants ont indiqué que la porte arrière était ouverte. À ce moment-là, nous avons compris qu'il avait sauté. Imaginez la scène. Un homme se tient au bord du vide, à 3000 mètres d'altitude, dans une nuit d'encre, sous une pluie glaciale, avec des vents violents qui fouettent son visage. La température extérieure est de -7 degrés Celsius. Le rugissement des moteurs est assourdissant. Sous les pieds, l'immensité noire des forêts du nord-ouest américain. Et puis, le saut. Un pas dans le vide, la chute libre initiale, brutale, avant l'ouverture du parachute. Cooper disparaît dans la nuit, quelque part entre Seattle et Renault, au-dessus d'un territoire parmi les plus sauvages et inhospitaliers des États-Unis. Ce saut était d'une témérité inouïe, même pour un parachutiste expérimenté. Sauter de nuit, par mauvais temps, sans équipement thermique, au-dessus d'un terrain inconnu et accidenté, c'était pratiquement suicidaire. Selon les calculs du FBI, Cooper aurait sauté quelque part au-dessus du nord-ouest de l'État de Washington, près de la frontière avec l'Oregon. Mais cette estimation reste approximative. L'avion volait à environ 270 km/h et la zone potentielle d'atterrissage s'étend sur des centaines de kilomètres carrés de forêts denses, de montagnes et de rivières. The fact that he did jump certainly says that he is someone who is much more familiar with aircraft and with parachuting than the average person. 22 h 15, le vol 305 atterrit finalement à Reno, au Nevada. Des dizaines d'agents du FBI encerclent immédiatement l'appareil, ignorant encore si Cooper était toujours à bord. Quand nous sommes montés dans l'avion, l'atmosphère était surréaliste. La porte arrière était toujours ouverte, légèrement endommagée par le vol. La cabine était vide, à l'exception de quelques objets laissés par Cooper. Les objets abandonnés par Cooper sont peu nombreux, mais significatifs. Une cravate noire à clip, 8 mégots de cigarettes soigneusement écrasés dans un cendrier, et 2 des 4 parachutes. Le parachute principal, qu'il n'a pas choisi, et le parachute d'entraînement, non fonctionnel. Ces objets nous en disaient long sur Cooper. La cravate suggère un homme soucieux de son apparence. Les mégots de cigarettes, tous de la même marque, des Raleigh, indiquent un fumeur régulier. Quant au parachute laissé derrière, il relève des choix délibérés et potentiellement des connaissances en parachutisme. Cette cravate, en apparence anodine, deviendra des décennies plus tard une pièce à conviction cruciale grâce aux avancées de la science médico-légale. Mais nous y reviendrons. This is the only hijacking in the United States that has been unsolved. The military got involved with a number of troops, and the FBI had 30 to 40 agents involved in the search. Dès l'annonce du détournement, le FBI commence l'opération NORJAC pour Northwest Hijacking, ou détournement nord-ouest. C'est l'une des plus vastes chasses à l'homme de l'histoire du bureau. Ralph Himmelsbach, agent du FBI en charge de l'enquête, témoigne. Nous avions affaire à un crime sans précédent. Un homme avait détourné un avion, extorqué une rançon, puis s'était littéralement évanoui dans la nature. Notre priorité était de déterminer s'il avait survécu au saut et si oui, où avait-il atterri. À l'aube du 25 novembre 1971, une opération de recherche massive est déployée. Des hélicoptères, des avions de reconnaissance et des centaines d'hommes au sol ratissent la zone présumée du saut. Mais le territoire est immense et particulièrement difficile d'accès.
C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La forêt était si dense que même si Cooper avait atterri là, son parachute aurait pu rester accroché dans la canopée, invisible depuis les airs. Les conditions météorologiques de la nuit du saut compliquent encore les recherches. La nuit, la pluie diluvienne a effacé toute trace potentielle au sol. Les rivières sont en crue, charriant tout sur leur passage. Si Cooper n'a pas survécu à son saut, son corps a pu être emporté sur des kilomètres. Parallèlement aux recherches sur le terrain, le FBI interroge tous les témoins. L'équipage, les passagers, le personnel de l'aéroport de Portland. De ces témoignages émerge un portrait de l'homme qui s'est fait appeler Dan Cooper. Florent Schaffner témoigne. C'était un homme blanc, entre 40 et 45 ans, environ 1m80, entre 75 et 80 kilos. Il avait les cheveux noirs, coupés courts, bien coiffés. Ses yeux étaient bruns, il parlait avec un accent qui n'était pas marqué, peut-être du Midwest. Tina Meclos témoigne. Il était calme, poli, bien éduqué. Il ne semblait pas nerveux. Il connaissait l'aviation, parlait avec assurance des avions et des procédures de vol. De ces descriptions naît le premier portrait robot de D.B. Cooper. Un visage ordinaire, sans trait distinctif particulier, un homme qui pourrait se fondre dans la foule. C'est peut-être ce qui explique pourquoi, malgré la diffusion massive de ce portrait dans tout le pays, personne ne semblait reconnaître cet homme. Le génie de Cooper, c'est qu'il était remarquablement quelconque. Dans ses vêtements, son apparence, son comportement, rien ne sortait de l'ordinaire. C'est l'anonymat parfait. C'est à ce moment qu'intervient l'une des erreurs les plus célèbres de l'histoire journalistique. Le pirate s'était enregistré sous le nom de Dan Cooper, mais par une confusion dont l'origine reste floue, un journaliste rapporte que les FBI recherchent un certain D.B. Cooper. We corrected him and told him the guy's name was Dan Cooper, but D.B. is catchier than Dan, so the name stuck with him forever. Un journaliste témoigne. Il y a eu une confusion dans la transmission des informations. Un homme nommé D.B. Cooper avait été brièvement interrogé, puis écarté de l'enquête. Mais d'une manière ou d'une autre, ses initiales se sont retrouvées associées aux pirates de l'air dans nos articles. L'erreur est reprise par tous les médias et s'ancre définitivement dans l'imaginaire collectif. Le pirate de l'air devient D.B. Cooper, un nom qui résonnera dans l'histoire criminelle américaine. Cette erreur a peut-être compliqué l'enquête. Les témoins cherchaient dans leur mémoire un Dan Cooper, tandis que le public était invité à signaler un D.B. Cooper. C'est un détail, mais dans une enquête de cette ampleur, chaque détail compte. Les premiers jours de l'enquête sont cruciaux. Le FBI analyse minutieusement les maigres indices laissés par Cooper. Sa cravate, les mégots, les cigarettes, les empreintes partielles relevées sur le siège et la coudoir. This is the tie the person known as D.B. Cooper wore the night he jumped. It's a J.C. Penney clip-on tie with the tie clasp. And in 2001, we were able to recover some DNA from the tie. He needed a way to secure the money on his bag. So he cut these lengths of nylon rope from the reserve chute that he opened up on the plane and cinched the top of the bag. And then he took the remaining cords and made a real tight bundle. And then looped some more cords and made basically a handle. La cravate était particulièrement intéressante. C'était une cravate à clip de la marque J.C. Penney avec une épingle de cravate en nacre. Ce type de cravate était porté principalement par des hommes d'affaires ou des employés de bureau de classe moyenne. Malheureusement, les empreintes digitales relevées sont partielles et de mauvaise qualité. Elles ne correspondent à aucune empreinte dans les fichiers du FBI. Quant aux mégots de cigarettes, ils ne fournissent pas d'ADN exploitable avec les techniques de l'époque. We don't have fingerprint databases like we do today. We also don't have DNA at this time. Nous avons rapidement compris que nous n'avions pas affaire à un criminel ordinaire. Cooper n'avait laissé pratiquement aucune trace exploitable. Soit il était extrêmement chanceux, soit il était remarquablement méthodique. Face au manque d'indices physiques, le FBI mise sur la traque de l'argent. Les 10 000 billets de $20 remis à Cooper ont tous été photographiés. Leurs numéros de série sont diffusés aux banques, au commerce et au grand public. Notre théorie était simple. Si Cooper avait survécu, il tenterait tôt ou tard de dépenser cet argent. Et dès qu'un de ses billets réapparaîtrait dans la circulation, nous le saurions. La compagnie Northwest Airlines offre même une récompense de 15% à quiconque retrouverait l'un des billets marqués. Des milliers de commerçants à travers le pays vérifient scrupuleusement chaque billet de $20 qui passe entre leurs mains. C'était une stratégie intelligente. Cooper se retrouverait avec de l'argent qu'il ne pouvait pas dépenser facilement. S'il était vivant, il devait soit attendre des années avant d'utiliser ses billets, soit trouver un moyen de les blanchir. Dans les mois qui suivent, des centaines de fausses alertes sont signalées. Des billets de $20 dont les numéros sont proches, mais pas identiques à ceux de la rançon. Chaque signalement est vérifié, chaque piste est explorée, en vain.
C'était frustrant. Nous avions l'impression de courir après un fantôme. Pas un seul des 10 000 billets n'avait refait surface. C'était comme si Cooper et l'argent s'étaient volatilisés. La question fondamentale qui hante l'enquête. Cooper a-t-il survécu à son saut? Les experts sont divisés. Les conditions étaient catastrophiques pour un saut. Température négative, pluie battante, nuit noire, terrain inconnu et accidenté. Sans équipement thermique, Cooper risquait l'hypothermie en quelques minutes. Et s'il a atterri dans une zone boisée, son parachute a pu s'accrocher aux arbres, le laissant suspendu à plusieurs mètres du sol. D'un autre côté, si Cooper était un parachutiste militaire expérimenté, il aurait pu survivre. Les parachutistes des forces spéciales sont entraînés pour des sauts dans des conditions extrêmes, et le fait qu'aucun corps n'ait été retrouvé malgré l'ampleur des recherches est troublant. La zone présumée du saut est l'une des plus sauvages des États-Unis. Des forêts impénétrables, des ravins profonds, des rivières tumultueuses. Un corps pourrait y rester caché pendant des décennies, voire pour toujours. Nous avions envisagé toutes les possibilités. Cooper a pu mourir à l'impact, être gravement blessé et succomber à ses blessures dans la forêt, ou survivre et s'échapper. Sans preuve concrète, nous ne pouvions écarter aucune hypothèse. À défaut de pistes concrètes, le FBI tente d'établir un profil psychologique de Cooper. Qui était cet homme? Quelles compétences possédait-il? Quelles étaient ses motivations? Cooper n'était pas un criminel ordinaire. Son plan était méthodique, réfléchi. Il connaissait l'aviation, les procédures de vol, le fonctionnement des Boeing 727. Il était calme sous pression, capable de négocier efficacement. Ces caractéristiques suggèrent une formation militaire ou une expérience dans l'aviation. L'hypothèse d'un passé militaire est renforcée par plusieurs détails. Cooper a mentionné que la base aérienne de McChord était à 20 minutes de l'aéroport de Seattle-Tacoma. Une information précise qui suggère une connaissance de la région et des installations militaires. Le choix du parachute militaire plutôt que civil est également révélateur. Les parachutistes civils préfèrent généralement les modèles plus récents et plus maniables. Cooper a choisi le modèle avec lequel il était probablement le plus familier. Une théorie particulièrement intéressante émerge. Cooper pourrait être un vétéran du Vietnam. La guerre battait son plein en 1971 et de nombreux soldats rentraient aux États-Unis, certains désabusés et en difficulté financière. Le Boeing 727 a été utilisé par la CIA pendant la guerre du Vietnam pour larguer des agents et du matériel en territoire ennemi. La porte-escalier arrière que Cooper a utilisée pour son saut était précisément conçue pour ces opérations clandestines. Si Cooper était un ancien de ces opérations, il aurait su exactement comment procéder. Dans les mois qui suivent le détournement, le FBI examine des centaines de suspects potentiels. Des hommes correspondant au profil de Cooper avec un passé militaire ou dans l'aviation et qui auraient pu avoir besoin d'argent. Nous avons reçu des milliers de tuyaux du public. Chaque homme d'une quarantaine d'années qui achetait soudainement une nouvelle voiture ou partait en vacances devenait suspect aux yeux de ses voisins. Parmi les premiers suspects notables figure John List, un comptable qui a assassiné sa famille le 9 novembre 1971, soit 2 semaines avant le détournement, avant de disparaître pendant 18 ans. Mais List ne correspondait pas physiquement à Cooper et n'avait pas d'expérience en parachutisme. La coïncidence temporelle était troublante, mais List était un homme méthodique, conservateur, qui a tué sa famille par désespoir financier et religieux. Le profil psychologique ne correspondait pas du tout à l'audace et au sang-froid démontré par Cooper. Un autre suspect intéressant était Richard Floyd McCoy, qui a réalisé un détournement d'avion étrangement similaire 4 mois après Cooper. En avril 1972, McCoy a détourné un Boeing 727, a exigé une rançon de 500 000 $, puis a sauté en parachute. Contrairement à Cooper, McCoy a été capturé. Les similitudes étaient frappantes. Même type d'avion, même méthode d'évasion. McCoy était un vétéran du Vietnam avec une expérience en parachutisme. Il avait un alibi solide pour le 24 novembre 1971. Il était avec sa famille dans l'Utah. McCoy s'est évadé de prison en août 1974 et a été tué lors d'une fusillade avec le FBI 3 mois plus tard. Certains agents restent convaincus qu'il était Cooper, malgré l'alibi suggérant qu'il aurait pu faire l'aller-retour entre l'Utah et Portland en une journée. L'idée que McCoy ait pu faire l'aller-retour entre l'Utah et Portland en une journée, détourner un avion, puis rentrer tranquillement chez lui, sans que personne ne s'en aperçoive, est hautement improbable, même pour un pilote expérimenté. « 10 février 1980. Près de 9 ans après le détournement, l'affaire D.B. Cooper connaît un rebondissement spectaculaire. Sur les rives du fleuve de Columbia, à environ 30 km au nord de Portland, un jeune garçon de 8 ans fait une découverte extraordinaire. Brian Ingram, en vacances avec sa famille, prépare un feu de camp sur une petite plage connue localement sous le nom de Tina Bar. En creusant dans le sable, il déterre 3 liasses de billets de 20 $, fortement dégradés par l'eau et le temps.
Well, we were going to make a campfire, and we found it. It was partially on top of the ground, you know. It was just beneath the sand. Who found it? Well, my son and I found it together. I was getting ready to drop the wood, and he cleared out the spot and rolled the money over on top of the sand. Les billets étaient empilés comme s'ils sortaient d'une banque, mais ils étaient très abîmés. Mon père a tout de suite pensé à D.B. Cooper. Nous avons immédiatement contacté le FBI. Le FBI confirme rapidement l'incroyable nouvelle. Les numéros de série des billets correspondent à ceux de la rançon versée à Cooper. C'est la première preuve tangible de l'argent depuis le détournement. Typical of the condition most of them are in? I believe so. That there's 300 approximately, 300 bills. Is that right? Mm-hmm. Various denominations. No, they're all 20s. They're all 20. Mm-hmm. C'était une découverte majeure. Nous avons récupéré 5 880 $, soit environ 3% de la rançon totale. Les billets étaient regroupés en trois liasses distinctes, comme s'ils avaient été enterrés délibérément. Loin de résoudre l'énigme, ne fait que l'épaissir. Tina Barr se retrouve à des dizaines de kilomètres au-dessus de la zone où Cooper aurait dû atterrir selon les estimations du FBI. La présence des billets à cet endroit précis est extrêmement problématique. Si Cooper est tombé dans la zone initialement identifiée par le FBI, les billets auraient dû être emportés par le fleuve Columbia dans la direction opposée. Plusieurs théories tentent d'expliquer cette anomalie. Peut-être que Cooper a-t-il sauté beaucoup plus au sud que prévu. Peut-être a-t-il survécu et enterré lui-même une partie de l'argent. Ou peut-être quelqu'un d'autre a-t-il trouvé son corps et l'argent avant de cacher une partie du butin. Un détail troublant est que la zone de Tina Barr avait été draguée en 1974, 6 ans avant la découverte des billets. Certaines analyses suggèrent que les billets ont été déposés après cette opération de dragage, qu'ils sont arrivés là entre 1974 et 1980. Autre élément déroutant, les élastiques qui maintenaient les liasses étaient encore intacts. Des tests ultérieurs ont montré que ces élastiques se désintègrent après environ 1 an d'exposition à l'eau ou aux éléments. La présence de ces élastiques intacts suggère fortement que les billets n'ont pas flotté librement dans la rivière pendant des années. Ils ont dû être protégés d'une manière ou d'une autre, puis déposés ou enterrés à Tina Barr, relativement peu de temps avant leur découverte. Une coïncidence troublante n'a pas échappé aux enquêteurs et aux passionnés de l'affaire. Le nom de la plage où les billets ont été découverts, Tina Barr, rappelle étrangement celui de Tina McClough, l'hôtesse qui a passé le plus de temps avec Cooper pendant le détournement. Bien sûr, c'est probablement une pure coïncidence. Tina Barr a été nommée ainsi bien avant le détournement. Mais dans une affaire aussi mystérieuse, chaque détail, même les plus anodins, prend une dimension presque mythique. Suite à cette découverte, le FBI a mené des fouilles intensives à Tina Barr et dans les environs, espérant trouver d'autres billets ou indices. En vain. Aucun autre billet de la rançon n'a jamais été retrouvé, ni à Tina Barr, ni ailleurs. La découverte de ces billets a relancé l'enquête, mais elle a aussi soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. C'est comme si Cooper jouait avec nous, nous laissant juste assez d'indices pour maintenir le mystère vivant. Avec l'avancée des technologies forensiques dans les années 2000, le FBI décide de réexaminer les preuves physiques de l'affaire Cooper, notamment la cravate abandonnée dans l'avion. En 2001, nous avons pu extraire des particules microscopiques de la cravate de Cooper. L'analyse a révélé la présence de titane pur, un métal rare à l'époque, utilisé principalement dans l'industrie aérospatiale et chimique. Cette découverte oriente les enquêteurs vers une nouvelle piste. Cooper aurait pu travailler dans l'industrie aérospatiale, peut-être chez Boeing, qui avait d'importantes installations dans la région de Seattle. Le titane était utilisé dans la fabrication des avions de ligne, comme le Boeing 727, mais aussi dans les programmes spatiaux de la NASA et dans certains équipements militaires. Sa présence sur la cravate de Cooper suggère qu'il travaillait dans un environnement où ce métal était manipulé. Cette théorie expliquerait la connaissance approfondie de Cooper sur les avions, en particulier les Boeing 727, et sa familiarité avec la région de Seattle. Nous avons examiné les dossiers des employés de Boeing et d'autres entreprises aérospatiales de la région, cherchant des hommes correspondant au profil de Cooper, qui auraient quitté leurs emplois peu avant ou après le détournement. Mais avec des milliers d'employés et des registres incomplets, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Une théorie particulièrement intrigante a émergé au fil des années. Cooper pourrait avoir été un agent ou un contractuel de la CIA. La CIA utilisait effectivement des Boeing 727 pour des opérations clandestines au Vietnam, notamment pour larguer des agents et du matériel. La porte arrière de l'avion, que Cooper a utilisée pour son saut, était spécifiquement conçue pour ces opérations. Cette théorie expliquerait non seulement les connaissances techniques de Cooper, mais aussi pourquoi il a choisi spécifiquement un Boeing 727 pour son détournement.
Si Cooper était effectivement lié à la CIA, cela pourrait expliquer pourquoi il n'a jamais été identifié. L'agence aurait pu effacer toute trace de son existence pour protéger des opérations sensibles. Bien sûr, cette théorie reste spéculative. La CIA a toujours nié toute implication dans l'affaire Cooper, et aucune preuve concrète ne la soutient. Mais dans le monde opaque de l'espionnage, l'absence de preuves n'est pas nécessairement la preuve de l'absence. Au fil des décennies, des dizaines d'hommes ont prétendu être D.B. Cooper. Certains cherchaient la notoriété, d'autres souffraient de troubles mentaux. Quelques-uns cependant ont présenté des récits suffisamment crédibles pour mériter l'attention du FBI. Nous avons enquêté sur chaque confession sérieuse. La plupart pouvaient être rapidement écartées, mais quelques-unes étaient troublantes par leur précision. L'une des confessions les plus intrigantes est venue de Dwayne Weber, qui aurait avoué à sa femme sur son lit de mort en 1995 « Je suis Dan Cooper ». Pendant des années, Dwayne avait des cauchemars où il sautait d'un avion. Il m'emmenait souvent près de Tina Barr, sans explication, et il connaissait des détails sur le détournement qui n'avaient jamais été rendus publics. Dwayne Weber correspondait physiquement à Cooper et avait un passé criminel. Les tests ADN réalisés en 1998 n'ont pas permis d'établir de correspondance avec les échantillons prélevés sur la cravate de Cooper. Le cas Weber est fascinant, car il illustre parfaitement la difficulté de cette enquête. Des indices circonstanciels convaincants, mais aucune preuve définitive. C'est le schéma qui se répète avec presque tous les suspects. Au-delà du mystère non résolu, le détournement D.B. Cooper a eu un impact profond et durable sur la sécurité aérienne aux États-Unis et dans le monde. L'affaire Cooper a révélé des failles béantes dans le système de sécurité aérienne. Avant 1971, les détournements étaient traités comme des incidents isolés. Après Cooper, ils sont devenus une préoccupation majeure de sécurité nationale. La modification la plus directe fut l'installation de ce qu'on appelait l'aile de Cooper sur tous les Boeing 727. Ce simple dispositif mécanique empêche l'ouverture de la porte-escalier arrière en plein vol. C'est ironique que l'une des caractéristiques les plus utiles du Boeing 727, sa porte arrière accessible en vol, ait dû être neutralisée à cause d'un seul homme. Plus largement, l'affaire Cooper a accéléré la mise en place de mesures de sécurité qui nous semblent aujourd'hui évidentes. Contrôle des bagages, détecteur de métaux, vérification d'identité des passagers. Avant Cooper, on pouvait littéralement acheter un billet d'avion en liquide, sans montrer de pièce d'identité, et monter à bord avec pratiquement n'importe quoi. Cooper a changé tout cela pour toujours. Au-delà de son impact sur la sécurité, D.B. Cooper est devenu une véritable icône culturelle américaine. Son histoire a inspiré d'innombrables œuvres de fiction. Cooper incarne un certain idéal américain, l'homme ordinaire qui défie l'autorité et disparaît dans la nature avec l'argent. C'est un mélange de Jesse James et de Houdini, le hors-la-loi insaisissable. Dans le nord-ouest des États-Unis, Cooper est presque devenu un héros folklorique. Des bars portent son nom, des festivals célèbrent l'anniversaire de son sceau, et des t-shirts à son effigie se vendent comme des petits pains. Ici à Portland, Cooper est une légende. Chaque année, le 24 novembre, nous organisons une soirée spéciale. Les gens viennent en costume cravate noire et portent des toasts à sa santé, où qu'ils soient. L'affaire a également engendré une communauté dévouée de Cooperites, des passionnés qui consacrent leur temps libre à tenter de résoudre le mystère. Ils analysent chaque détail de l'affaire, partagent des théories et parfois même organisent leurs propres expéditions dans la zone présumée du sceau. Ce qui rend cette affaire si fascinante, c'est qu'elle pourrait être encore résolue. Cooper pourrait être encore en vie, l'argent pourrait être encore quelque part, attendant d'être découvert, c'est un mystère vivant. Le 12 juillet 2016, après 45 ans d'enquête infructueuse, le FBI prend une décision historique. L'affaire D.B. Cooper est officiellement classée. Après l'une des enquêtes les plus longues et les plus exhaustives de notre histoire, le FBI a réaffecté les ressources allouées à l'affaire Norjack à d'autres priorités. L'enquête a épuisé toutes les pistes d'investigation crédibles. Le dossier Cooper, qui comprend plus de 60 volumes et des milliers de pages, est désormais accessible au public. Le FBI a indiqué qu'il ne rouvrirait l'enquête que si des preuves physiques concrètes étaient découvertes, comme le parachute ou le reste de la rançon. Classer l'affaire ne signifie pas l'abandonner complètement. Cela signifie simplement que nous avons exploré toutes les pistes raisonnables avec les ressources et les technologies disponibles. Si de nouvelles preuves émergent, nous les examinerons. Quelque part, dans les vastes forêts du nord-ouest américain, les secrets de D.B. Cooper reposent peut-être encore. Son parachute, le reste de la rançon, peut-être même ses restes. Ou peut-être, comme certains aiment à le croire, Cooper a-t-il réussi l'impossible, survivre à son saut audacieux et disparaître à jamais, emportant ses secrets dans la tombe. « 50 ans après les faits, l'affaire D.B. Cooper reste l'un des plus grands mystères criminels non résolus de l'histoire américaine. Malgré des décennies d'enquête, des centaines d'agents mobilisés,
des milliers de pistes explorées, les questions fondamentales demeurent sans réponse. Qui était réellement l'homme qui s'est fait appeler Dan Cooper? A-t-il survécu à son saut téméraire dans la nuit glaciale de novembre 1971? Si oui, où est-il allé? Comment a-t-il dépensé l'argent sans jamais être repéré? Et sinon, où repose son corps? Ce qui rend l'affaire Cooper si fascinante, c'est qu'elle combine tous les éléments d'un mystère parfait. Un crime audacieux, un protagoniste énigmatique, une évasion spectaculaire et juste assez d'indices pour alimenter d'innombrables théories sans jamais permettre une conclusion définitive. How audacious the actual hijacking, parachuting out of a plane in flight like that. You know, he's John Dillinger with an airplane. This guy was on our radar. He was part of our lives for 5 hours. And we're still talking about him today. Malgré la clôture officielle de l'enquête, l'espoir d'une résolution n'est pas totalement perdu. Les avancées technologiques continuent d'offrir de nouvelles possibilités pour réexaminer les preuves existantes. Les techniques d'analyse ADN progressent à une vitesse fulgurante. Ce qui était impossible il y a 10 ans est désormais une routine. Les particules microscopiques prélevées sur la cravate de Cooper pourraient un jour révéler son identité, si son profil génétique est entré dans une base de données. De même, les technologies de cartographie et d'exploration ont transformé notre capacité à scruter des zones reculées. Des drones équipés de capteurs sophistiqués peuvent désormais explorer des régions autrefois inaccessibles, où le parachute ou les restes de Cooper pourraient encore se trouver. Nous utilisons maintenant des drones avec des capteurs thermiques et des radars à pénétration de sol pour explorer la zone présumée du saut. Si quelque chose de la taille d'un parachute ou d'une molette se trouvait là-bas, nous avons de bonnes chances de le trouver. Qu'il soit jamais identifié ou non, D.B. Cooper a déjà assuré sa place dans l'histoire et la mythologie américaine. Il a rejoint le panthéon des figures insaisissables qui captivent l'imagination collective. Cooper fascine parce qu'il représente une forme de liberté ultime, dans un monde de plus en plus surveillé et contrôlé. Il a défié le système et s'est évanoui dans la nature. C'est un fantasme d'évasion qui résonne profondément dans la psyché américaine. Peut-être le véritable héritage de D.B. Cooper n'est-il pas dans les réponses, mais dans les questions qu'il nous a laissées. Dans un monde où presque tout peut être expliqué, tracé, analysé, son mystère demeure intact, défiant notre besoin de certitude et de clôture. Quelque part dans le ciel et la terre, entre la réalité et la légende, l'énigme D.B. Cooper continue de planer, nous rappelant que certains mystères sont peut-être destinés à rester éternellement non résolus. Et c'est peut-être précisément ce qui les rend si captivants. Une question persiste. D.B. Cooper est-il toujours parmi nous, observant silencieusement sa propre légende grandir? Nous ne le saurons peut-être jamais, et c'est peut-être exactement ce qu'il souhaitait.